Bonjour à tous et bienvenue à notre émission hebdomadaire de Mission Midget 3A, notre balado-diffusion traitant du hockey Midget 3 à travers le Québec. On approche de notre fin de saison régulière dans la Ligue Midget 3. C'est la dernière semaine de la saison régulière qui va commencer. Là, on enregistre en ce mardi 25 février. Il va rester des matchs demain, mercredi 26 février et vendredi le 28. Et ensuite, la saison régulière qui prendra fin, les séries éliminatoires qui vont commencer dans les jours qui vont suivre. Alors, on est vraiment dans le dernier sprint final, comme on dit, de cette saison régulière. J'ai encore un gros épisode pour vous cette semaine avec une entrevue avec l'entraîneur-chef des Phoenix du Collège Esther Blondin, Paulin Bordelot, qui a annoncé il y a quelques jours que ce serait sa dernière saison à la barre des Phoenix, lui qui est là depuis 2011-2012. Donc après 9 saisons, Paulin Bordelot va quitter les Phoenix. On va lui parler dans quelques minutes un peu pour retracer le parcours qu'il a eu avec cette organisation au cours de la dernière décennie, là, à toute fin pratique, la dernière décennie. On aura également une entrevue avec un ancien joueur de la Ligue nationale, comme j'ai pris l'habitude de le faire un peu depuis quelques semaines, de vous proposer une entrevue avec un joueur qui a joué dans la Ligue il y a plusieurs années. Et cette semaine, on parlera avec Pierre-Marc Bouchard, champion compteur de la Ligue Midget 3 il y a 20 ans exactement, qui a ensuite fait sa marque, notamment avec le Wild du Minnesota, là où il avait été repêché à l'époque. Et il a fait sa marque dans le junior majeur avec les Saguenayens de Chicoutimi. Alors, on pourra lui parler de la saison qu'il avait eue il y a 20 ans, en 99-2000, avec les riverains du collège Charlemagne, où il avait amassé 73 points en 42 matchs. J'aurai également en fin d'émission une entrevue, un reportage réalisé par Jean-Christophe Bertrand de Hockey 360 avec le défenseur des élites de Jonquière, Maverick Lamoureux, un excellent espoir pour la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en juin prochain. Alors, je vous présenterai ça en fin d'émission. Comme je vous le disais, la grosse nouvelle cette semaine, c'est le départ de Paulin Bordelot des Phoenix qui a annoncé que ce serait sa dernière saison. On pourra retracer avec lui dans quelques minutes le parcours qu'il a eu, mais c'est assurément un des grands entraîneurs de l'histoire de la Ligue et les chiffres le démontrent. Il est dans le top 10 au chapitre des victoires. Les matchs dirigés également, il a fait sa marque aussi à ce chapitre-là. Alors bref, ça a été une longue épopée pour Paulin Bordelot avec les Phoenix et on pourra lui en parler plus longuement dans quelques minutes, mais c'est assurément la grosse nouvelle de cette dernière semaine. Une nouvelle qui a quand même un peu surpris. Je suppose que lui, il a travaillé cette décision-là depuis quelques temps déjà, mais à travers la Ligue, on a reçu ça un peu comme une bombe, comme on pourrait dire, il y a quelques jours. C'était pas nécessairement quelque chose qu'on avait prévu. Les Phoenix qui, cette saison, connaissent une année plutôt difficile, il faut quand même l'avouer, au chapitre du classement. On verra s'ils pourront, en séries éliminatoires, causer une surprise et remporter une ronde ou deux de séries éliminatoires. Ils partiront négligés, assurément, mais il y a beaucoup d'histoires quand même avec les Phoenix, des histoires qu'on a eues au cours des dernières semaines, des dernières années avec eux qu'on va pouvoir parler avec M. Bordelot. Les autres nouvelles, le Rousseau Royal de Laval-Montréal a remporté le titre de la section CCM cette semaine, son premier titre de section depuis 2012-2013. Alors, ça va faire du bien, ce titre-là, à une organisation qui, depuis quelques années, avait eu plus de difficultés quand même. On en a parlé avec leur entraîneur-chef, Joey Bucci, il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines. Il nous parlait de cette équipe qui était plus jeune et qui a eu des résultats que lui-même n'attendait pas du tout. Alors, ça a été une belle saison pour eux. Ils vont entrer en séries éliminatoires avec l'avantage de la glace et en étant champion en titre de leur section, la section CCM. De l'autre côté, pour l'autre section qui est restée à régler également, parce que Magog avait confirmé cette section il y a déjà quelques semaines, c'est les Chevaliers de Lévis qui l'ont confirmé pour une deuxième année de suite. L'an dernier, ils avaient également remporté la saison régulière. Cette saison, ils ont le titre de la section La Coop pour une deuxième année de suite. Alors, ça fait deux belles saisons également pour les Chevaliers de Lévis, la troupe d'Éric Bélanger. Éric Bélanger qui en était à sa première saison avec les Chevaliers. On a mis un peu de temps à se mettre en branle, surtout après ce qu'on avait vécu l'an dernier d'obtenir 41 victoires en 42 matchs. Mais vraiment, on dirait là, que depuis décembre, les Chevaliers de Lévis ont vraiment pris leur envol. Et ils seront assurément à surveiller parce qu'ils ne perdent à peu près jamais. Ça fait 5 victoires de suite là, maintenant qu'ils ont. Et depuis Noël, ils ont très peu perdu de match. Alors, c'est une des équipes qui, oui, il y aura Magog, évidemment, là, qui sera dans les grands favoris en série éliminatoire, mais Lévis sera assurément à surveiller. Et d'ailleurs, Lévis a gagné contre Magog dimanche après-midi, donc il y a 2 jours, 4-1 à Magog. Alors, ça a été déjà passez-moi l'expression anglaise, un beau statement qu'ont fait les Chevaliers de Lévis de remporter ce match-là à Magog, 4-1, une victoire quand même convaincante contre les meneurs du classement général et les champions de la saison régulière, tout simplement. Alors, on verra si ce sera un prélude peut-être d'une finale dans quelques semaines. Ce sera à voir. Magog qui, comme on le sait, a représenté le Québec au championnat canadien de la Coupe TELUS depuis 2 ans maintenant. Sinon, si on regarde Saint-Hyacinthe, après 8 revers de suite, a signé une grosse victoire dimanche contre Châteauguay devant leurs partisans par la marque de 10-2. Alors ça, c'est une victoire qui va assurément
leur faire du bien avant le début des séries, cette victoire-là. Jonquière, doublé réussi au Foyer Loisirs contre Amos, qui était de passage également. C'est un long voyage pour les Forestiers d'Amos qui étaient au Foyer des Loisirs. 2 victoires des élites, 4 victoires de suite au total pour les élites et 9 revers de suite à l'inverse pour les Forestiers qui connaissent une fin de saison plus difficile. Sinon, Gatineau était au Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Ça aussi, c'était un assez long voyage pour l'Intrépide qui avait beaucoup d'heures de route à faire pour se rendre à Rivière-du-Loup. C'était une victoire de chaque côté finalement, mais c'est 2 longs voyages ce week-end qui ont retenu l'attention, celui d'Amos à Jonquière et celui de Gatineau à Rivière-du-Loup. Lac-Saint-Louis a battu un record d'équipe mercredi contre le Collège Esther Blondin avec 2 buts en 5 secondes, ceux de Robert Orr et James Swan. Je voulais prendre le temps de le souligner quand même. C'est un fait d'armes assez rare quand même, 2 buts en l'espace de 5 secondes. Félicitations à eux pour avoir réussi ce petit tour de force qui est une marque d'équipe. Sinon, au niveau des records de la Ligue, il y en a quelques-uns que je voulais vous parler. Les Cantonniers de Magog avec 7 jeux blancs égale le record de la Ligue. C'est la 7e fois seulement que ça arrive qu'une équipe réussit à obtenir 7 jeux blancs, pas un gardien, mais l'équipe vraiment au complet. Mathis Dorcal-Mador en a 4 de ces 7-là. Et c'est la 2e année de suite que Magog réussit cela. Alors, c'est juste arrivé 7 fois dans l'histoire et ça fait 2 ans de suite que Magog réussit à le faire. Lévis l'avait fait également l'an dernier dans leur saison tout à fait incroyable qu'ils avaient eue. Alors, ça fait une belle marque pour eux également. Parlant de Lévis, leur gardien Thomas Couture, je vous en avais parlé il y a quelques semaines de sa marque qui l'approchait des 40 victoires au total depuis le début de sa carrière dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Il a atteint le plateau des 40 victoires et il est devenu seulement le 5e gardien de l'histoire de la Ligue à atteindre le cap des 40 victoires. Ça n'a pas l'air gros nécessairement 40 victoires, mais quand on sait que la plupart des gardiens ne jouent qu'une saison, parfois 2, et qu'on joue 42 matchs par saison, 40 victoires en 2 ans, ça reste une belle marque atteinte par Thomas Couture. Le 23 février, il a remporté un 20e match cette saison et ça, il est seulement le 2e gardien de l'histoire à atteindre le plateau des 20 victoires 2 saisons de suite. Alors, comme je vous le disais, souvent, c'est rare qu'on voit le même gardien obtenir 20 victoires 2 saisons de suite. C'est arrivé une seule fois. Et c'est Daniel Bertillon des Riverains du Richelieu qui avait gagné 20 matchs en 81-82 et 23 en 82-83. Alors, Thomas Couture qui va rester dans l'histoire de la Ligue comme un des 2 gardiens à l'avoir accompli. Le record de la Ligue, c'est 46 victoires. Évidemment, Thomas Couture ne pourra pas s'y rendre. Il est à 41 maintenant. Il reste un match à disputer au Chevalier. Alors, pourrait au maximum terminer à 42 victoires. Mais il restera quand même, pour l'instant, dans le top 3 de l'histoire de la Ligue. On verra jusqu'à quand il y sera. Mais ça a été assurément 2 grandes saisons pour Thomas Couture, qui était davantage le gardien numéro 2 l'an dernier. Quoique l'an dernier, avec Lévis, à peu près tout le monde réussissait à tirer son épingle de jeu dans cette équipe-là. Sinon, il y a également Amos qui, malgré une séquence plus difficile, a terminé la saison en fin de semaine en améliorant 2 records de ligue, soit pour le moins de punition de minutes de punition en une saison et le moins de minutes de punition sur la route. Alors, Amos qui est terminé avec seulement 333 minutes de punition cette saison au total. L'ancien record était de 340 et avait été établi par Lévis justement l'an dernier. Et les Forestiers ont reçu seulement 152 minutes de punition sur la route. L'ancien record était de 166 également par Lévis l'an dernier. Alors, ça fait beaucoup de marques. Évidemment, on approche de la fin de la saison. Alors, les marques d'équipe et les marques de ligue tombent un peu à ce temps-ci de l'année. Ceux qui ont à tomber chaque année, ça fait le tour un peu de ce qu'on a en termes de records là, pour cette saison. On verra dans les 2 dernières minutes, dans les 2 derniers matchs, dans le dernier week-end, si on pourra améliorer d'autres marques. Il y a la course au meilleur pointeur qui est à souligner également. Ça n'a pas été une année des plus offensives quand on compare à d'autres au chapitre des marqueurs de la Ligue. Mais Alexis Morin mène pour le moment toujours avec 31 buts et 55 points en 39 matchs pour le Blizzard. Le Blizzard qui comptait sur 4 joueurs du top 10 au niveau des marqueurs de la Ligue. Ça a été assez spectaculaire et ils seront à surveiller en séries éliminatoires. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, le portrait de la situation, c'est qu'il reste 4 matchs mercredi et 6 matchs vendredi, donc 10 matchs, et cela va se terminer ce vendredi. Les séries vont commencer dans les jours suivants. Pour le moment, il y a une seule confrontation qui est assurée, c'est celle entre Amos et Laval-Montréal, la première ronde qui sera un 3-5, évidemment, qu'on va commencer lundi, le 2 mars, à l'Arena Fleury de Montréal-Nord. On sait que le Collège Notre-Dame, qui sera la seule équipe en première ronde à ne pas disputer la première ronde. Pourquoi? Parce qu'ils auront un laissez-passer en vertu de leur victoire au Challenge Midget 3A acquise à la surprise générale, il faut l'avouer quand même, en décembre dernier au Saguenay, ce qui va donc leur donner un repos supplémentaire d'une ronde complète et vont amorcer leur série en 2e ronde. Alors, comme je vous en parlais en début d'émission, j'ai le plaisir de m'entretenir avec l'entraîneur-chef des Phoenix du Collège Esther Blondin, Paulin Bordelot, qui est avec nous au bout du fil. Salut Paulin, ça va bien?
Salut Jasmin, ça va bien, merci. Et encore une fois, je m'excuse si j'ai pas été capable de répondre plus tôt. Il n'y a aucun problème. J'espère que ça n'a pas causé trop de problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Alors, Paulin, tu as annoncé il y a quelques jours que tu quitterais les Phoenix à la fin de la saison régulière. Parle-moi un peu de cette décision-là que tu as annoncée la semaine dernière. C'est une décision que tu réfléchissais depuis longtemps? Oui, depuis 2 ans, j'avais dit à Donald que quand j'ai signé mon dernier contrat il y a 2 ans que ce serait probablement mes 2 dernières années. J'ai pas changé d'idée, alors c'est mûri depuis longtemps. Et puis, c'est ça. Il est temps de passer le flambeau et passer à autre chose pour moi. Après 9 saisons, Paulin, tu as fait quand même plusieurs belles choses pour l'organisation des Phoenix. Si on parle un peu de ce que tu as vécu à travers ces 9 années-là, je suppose que peut-être le championnat de ta première saison en 2011-2012 avec la présence à la Coupe TELUS va rester dans tes bons moments avec l'organisation des Phoenix? Ben, oui, avoir gagné la Coupe Ferrari, ça a été un très bon moment. D'avoir perdu le championnat canadien, ça a été probablement le pire moment de ma carrière d'entraîneur. On avait une excellente équipe, puis on avait gagné le challenge cette année-là. On avait connu beaucoup de succès, on avait dominé au championnat canadien, puis au bout de la ligne, on s'est retrouvé à perdre au dernier match en deuxième période supplémentaire. Ça a été une grosse déception, mais quand même un beau souvenir de cette saison-là aussi. Oui, ça avait été une année difficile un peu avec ce souvenir-là de la Coupe TELUS. Si on regarde un peu dans l'histoire ce que tu vas laisser peut-être à cette ligue-là, tu es dans le top 10 de l'histoire de la Ligue pour les victoires. Tu avais eu une longue carrière d'entraîneur avant de t'amener avec les Phoenix. Parle-moi peut-être un peu de ce que ça va t'avoir apporté, les Phoenix du Collège Esther Blondin, à ce bagage qui était déjà, comme on dit, il y avait beaucoup d'expérience dans ce bagage-là, déjà d'entraîneur que tu avais. Qu'est-ce que tu as pu ajouter au cours de cette décennie-là avec les Phoenix? J'ai essayé d'amener les joueurs à se surpasser quand ils sont sur la glace, à devenir de bonnes personnes. Je sais que c'est pas donné à tout le monde de jouer au hockey, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est dans la vie. Essayer de leur donner des valeurs que s'ils veulent réussir dans quoi que ce soit, puis je suis certain que la majorité vont le faire, c'est l'effort, c'est la détermination, puis être dévoué à la cause. Puis c'est ça. Je comprends que la mentalité des jeunes d'aujourd'hui est pas la même, puis j'en suis très, très, très conscient. Mais dans la vie, les valeurs, puis les bonnes habitudes, puis la détermination à accomplir, que ce soit dans le hockey ou dans la vie personnelle, c'est ces valeurs-là que j'ai essayé pendant 9 ans de leur inculquer. Puis je pense que dans l'ensemble, la réponse a été excellente. Puis je suis sûr que même si il y a beaucoup de joueurs que j'ai coachés depuis 9 ans, je suis sûr que si ils font pas carrière dans le hockey, ils ont une belle avance sur beaucoup d'autres qui veulent faire une carrière autre que le hockey, une carrière professionnelle, une carrière, peu importe la carrière dans laquelle ils vont choisir. Ça va leur apporter quelque chose de bien. Tu avais eu une carrière qui avait été longue au niveau de l'expérience professionnelle. Parle-moi un peu de comment tu as vécu cette dernière décennie avec un niveau de développement avec des joueurs de 15, 16, 17 ans. Je suppose que pour toi, ça a été un challenge aussi personnel dans ta manière d'entraîner, de peut-être revoir un peu les manières où tu faisais les choses par rapport à des pros qui ont parfois 25, 30 ans et de revenir maintenant avec des jeunes de 15 ans. Oui, ça a été un ajustement qui est pas facile, mais j'ai toujours aimé travailler avec les jeunes. J'ai fait une école de hockey en Abitibi pendant 31 ans d'affilée. J'ai toujours aimé travailler avec les jeunes pour les voir progresser, les voir s'améliorer. Quand je suis arrivé junior, c'était la même chose. Je voulais que les joueurs individuellement se conscientisent de travailler fort, puis de s'améliorer, de progresser de match en match, de pratique à pratique. Puis c'était la même approche que j'ai eue ici. C'est sûr que les données ont changé. Les mentalités ont changé beaucoup. Mais enfin, j'ai quand même
été ici pendant 9 ans, alors je dois avoir fait quelque chose de pas trop mal. Paulin, je voulais te demander également cette saison-ci que tu viens de vivre, qui va se terminer à la saison régulière cette semaine. Ça n'a peut-être pas été au niveau statistique la meilleure des Phoenix depuis 10 ans, mais qu'est-ce que tu entrevois là, pour les séries éliminatoires? Qu'est-ce que tu aimerais pour cette dernière saison-là avec les Phoenix? Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour les joueurs parce que on avait... En réalité, nos attentes n'étaient pas très élevées. On savait qu'on avait 17 nouveaux joueurs cette année. On a plusieurs 15 ans. Je savais que ce serait difficile, mais dans l'ensemble, les joueurs, l'équipe ont travaillé fort. Mais, pas tous les matchs, mais la majorité des matchs, les joueurs se présentaient puis travaillaient fort. Puis c'est sûr, quand tu ne gagnes pas, la confiance est difficile. Malgré que qu'est-ce qu'on entrevoit pour les séries, ben, on sait qu'on joue soit contre Magog ou contre Lévis. C'est deux équipes du haut du classement. Ça sera pas facile, mais on essaie de préparer les joueurs. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que on compétitionne et qu'on donne le maximum à tous les matchs, à toutes les présences sur la glace. Puis on ne sait jamais, on peut se donner une chance de causer des surprises. C'est ce qu'on aimerait. Mais on n'a pas d'attente. La seule attente que j'ai, c'est que les gars se présentent à tous les matchs, qu'on donne un effort honnête. Dans le match, dans la façon de jouer, on doit jouer, on doit être meilleur défensivement si on veut avoir au moins une petite chance de continuer à faire un petit bout en série. Finalement, Paulin, je voulais te demander peut-être deux histoires humaines que tu as vécues dans les dernières années. D'abord, celle de diriger ton petit-fils Thomas pendant 2 ans. Thomas qui est maintenant aux États-Unis dans le programme de développement des États-Unis qui va être repêché à la fin du mois de juin. Je pense que ça a été un beau passage aussi dans ta carrière de pouvoir diriger ton petit-fils comme ça. C'est sûrement pas quelque chose que tu avais en tête il y a 20 ou 30 ans? Non, absolument pas. J'ai adoré l'entraîner parce que c'est un petit gars qui avait du talent. N'importe quel entraîneur aime les joueurs de talent, les joueurs qui sont dévoués, qui sont dédiés. Et puis Thomas, il a répondu aux attentes plus que je m'attendais. C'est un bon petit joueur de hockey qui a beaucoup d'intelligence de jeu. Il a un patineur hors pair. Des mains incroyables. Tous les entraîneurs recherchent des joueurs comme ça. C'est un petit gars qui était dévoué, comme je dis, il a travaillé fort, il savait où il voulait s'en aller, puis il a pris les moyens nécessaires pour y arriver. Je suis fier de l'avoir coaché, autant que je suis fier de mes 3 enfants. Je suis fier de Sébastien qui a fait carrière dans la Ligue nationale et ensuite en Europe. Mes 2 autres qui sont bien aussi, qui ont chacun une belle carrière. Alors non, j'étais très fier de le coacher. J'étais chanceux de pouvoir avoir été son entraîneur puis son grand-père surtout. Merci beaucoup, Paulin, pour les années que tu as données à la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Ça fait 9 ans maintenant que les jeunes pouvaient profiter de ton expérience puis de ton vécu. Ça a été un plaisir de te côtoyer. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant pour la suite? Est-ce que tu as d'autres défis encore dans le coaching? Ouais, j'aimerais rester dans le hockey en tant que coach ou assistant coach ou coach associé ou conseiller. Je pense que j'ai encore beaucoup à apporter à des jeunes. Puis si éventuellement il arrive quelque chose côté hockey professionnel, je vais étudier mes options, puis on verra par la suite. Mais définitivement que je compte rester connecté avec le hockey. Un gros merci, Paulin. C'était un plaisir de te côtoyer. Bonne fin de saison avec les Phoenix. Je pense qu'ils te préparent quelque chose de spécial un peu demain pour le dernier match local des Phoenix, demain le 26 février. Alors, je vais te souhaiter d'en profiter, puis merci d'avoir été avec nous depuis presque une décennie. Merci, Jasmin, ça fait plaisir. Salut. Bye-bye. Alors voilà, c'était Paulin Bordelot, entraîneur-chef des Phoenix du Collège Esther Blondin, qui quittera à la fin de la saison régulière, à la fin des séries éliminatoires, l'organisation des Phoenix après 9 saisons dirigées à la barre des Phoenix du Collège Esther Blondin.
Alors, comme j'en parlais en début d'émission, j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec un ancien joueur de la Ligue Midget 3A, ancien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue nationale également, Pierre-Marc Bouchard, qui est avec nous, qui, il y a 20 ans, en 99-2000, avait obtenu 73 points en 42 matchs avec les riverains du Collège Charlemagne. Et ça avait été bon pour le championnat des marqueurs de la Ligue qu'il avait obtenu cette année-là, il y a donc 20 ans exactement. Pierre-Marc, salut. Salut. Pierre-Marc, parle-moi un peu d'abord des... on va la refaire un peu cette saison-là, mais des premiers souvenirs qui te reviennent de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et de cette saison-là que tu avais eue il y a 20 ans avec les riverains. Oui, disons que ça fait un petit bout. Je suis content d'en reparler. Ça faisait longtemps que je n'avais pas jasé de cette saison-là. Ben, c'est sûr que premièrement, quand tu arrives au Midget 3, c'était... je pense qu'on commence à se mettre dans un peu une mentalité du repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. C'est le tremplin qui nous amène aux prochaines grandes étapes d'une carrière professionnelle. Donc, je me rappelle avec les riverains, j'avais réussi à faire l'équipe à 15 ans en tant que première année. Donc, je m'étais fixé des bons objectifs puis d'avoir une grosse année. Est-ce que ça t'avait surpris un peu, les succès que tu avais eus cette année-là? Je sais que tu devais croire en toi, évidemment, mais à 15 ans, comme tu le dis, c'est pas nécessairement commun qu'un 15 ans domine comme ça dans la Ligue et d'avoir obtenu plus de 70 points. C'est pas quelque chose qu'on voit à chaque année, comme on dit, puis tu l'avais fait il y a 20 ans. Oui, c'est certain. Mais comme tu dis, j'avais confiance en mes moyens. Je savais comment j'étais capable de réagir à un niveau supérieur en sortant du Bantam. Je veux dire, j'étais bien entouré avec les riverains. J'avais des bons coéquipiers. Gérard Gagnon, l'entraîneur, c'était une bonne tête de hockey. J'étais bien utilisé. Donc, j'ai été mis dans une bonne position pour réussir. Puis, après ça, ben, c'était juste à moi de faire le travail. T'en parles un peu de tes coéquipiers. Je voulais t'amener également là-dessus. Tu avais joué avec ton cousin, si je ne me trompe pas, Pierre-Alexandre Parenteau, qui lui avait 16 ans. Vous avez eu une belle saison tous les deux ensemble. Ça devait faire spécial un peu de jouer avec son cousin puis d'avoir autant de succès comme ça sur le même trio. Oui, ben on était habitués de jouer ensemble. On avait joué notre Bantam, puis une année de Pee-Wee également, sur la même ligne. Donc, on avait déjà une belle chimie qui s'était développée au cours des années précédentes. Mais de réussir à le faire au niveau du Midget 3, c'était assez exceptionnel, puis c'était vraiment le fun à accomplir. Quand on regarde ça 20 ans plus tard, c'est quand même rare qu'on voit deux joueurs de la même équipe, Midget 3, avoir joué plusieurs centaines de matchs dans la Ligue nationale ensemble. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement commun. Est-ce que tu as le regard un peu là-dessus 20 ans plus tard de dire que c'était spécial d'avoir deux aussi bons joueurs dans la même équipe? Oui, comme tu le mentionnes, c'est vrai que c'est pas arrivé souvent. Donc, avec du recul, c'est assez exceptionnel. Puis, on peut se compter chanceux d'avoir vécu notre rêve, puis d'avoir joué Midget 3 junior, puis avoir fait le saut au niveau de la Ligue nationale. Au moment où on se parle, on est à l'approche des séries éliminatoires dans la Ligue Midget 3A. Toi, qu'est-ce que tu t'en rappelles de tes séries éliminatoires? Comment ça avait été à l'époque pour vous avec les riverains en séries éliminatoires? On a eu des bonnes séries. On s'était rendu jusqu'en finale de la Ligue. Malheureusement, on avait perdu contre les cantonniers de Magog. Je me rappelle plus en combien de matchs, par contre. Mais les riverains et les cantonniers, je te dirais que c'était pas mal les deux. On était pas mal les deux meilleures équipes dans la Ligue cette année-là. Puis malheureusement, on avait perdu en finale. Ça avait été une belle expérience, malgré tout. Si on regarde un peu pour ce qui s'est passé par la suite pour toi, ça t'a donné peut-être l'élan avec les Saguenay de Chicoutimi. Parle-moi un peu des mois qui ont suivi ensuite et du repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. Tu avais été repêché deuxième au total finalement cette année-là et ça avait bien lancé ta carrière pour ce que tu as vécu avec les Sags. Oh oui, ça c'est définitif. Mon année, Midget 3, ça a vraiment été une belle année. C'est vraiment une belle ligue de hockey, de développement où est-ce que tu apprends à perfectionner tout plein d'aspects de ton jeu. Ensuite, je m'étais fait repêcher par les Sags, comme tu l'as dit, au deuxième rang. Donc, je m'amenais au niveau junior avec un peu plus de bagages, d'outils dans mon sac, de confiance. Donc, oui, ça va vraiment être un beau tremplin. Puis un an et demi après le repêchage que tu avais eu avec les Sags, à 17 ans, ça, c'est pas arrivé souvent qu'on voit ça nécessairement. Tu avais été champion compteur de la Ligue junior majeure du Québec avec 140 points également. Je ne sais pas si tu le sais toi-même, mais tu es un des 8 dans l'histoire à avoir été champion marqueur de la Ligue Midget 3 et champion marqueur de la Ligue junior majeure du Québec. On a parlé avec Daniel Brière, qui est un des 8 également à l'avoir fait. C'est un bel accomplissement, ça aussi, que tu as. Ah, ben oui, là, tu m'en apprends une. Je suis pas au courant de ça. Ouais. Ah, ben c'est vraiment cool. Je veux dire, c'est quelque chose
j'en suis fier, dans le fond. C'est des beaux accomplissements. Puis, je veux dire, j'ai été, comme je disais un petit peu plus tôt, avec les riverains, même avec les Saguenay-Chicoutimi, mon coach Alain Rajotte, j'ai été mis dans des bonnes situations. J'avais des bons coéquipiers. Puis, je veux dire, tu gagnes pas un championnat du compteur par toi-même. Il faut que tu sois bien entouré. Il y en a seulement 8 qui ont remporté le championnat des marqueurs à 17 ans. Puis il y en a seulement 8 aussi qui ont été champions marqueurs Midget 3A et junior majeur. Il y en a un qui l'a fait après toi seulement, c'est Mathieu Perrault, qui a été champion marqueur dans le junior majeur en 2007-2008. C'est le seul qui l'a fait depuis ton époque à toi. Ben oui, c'est un bel accomplissement. Je ne savais pas si tu le savais, alors je voulais t'en parler un peu. Puis Mathieu, je le connais bien, là, fait que je ne le savais pas. Bon, ben vous partagez maintenant ce fait d'armes-là. Nice. Pierre-Marc, sur un autre ordre d'idée un peu, je voulais t'en parler. Tu es resté attaché avec les Sags de Chicoutimi. Tu as été dans l'équipe de gestion il y a quelques années. Est-ce que tu suis encore un peu ce qui se passe avec les Sags? Parce que cette année, ils ont une belle équipe, puis ils vont un peu all-in, comme on dit en termes de poker. Puis est-ce que tu les suis encore un peu? Qu'est-ce qui se passe de leur côté? Ah oui, définitivement. J'ai resté attaché avec les Saguenay. Mes 2 années que j'ai joué là junior, j'ai adoré mon expérience. Donc, les Sags vont toujours rester dans mon cœur. L'expérience de gestionnaire un petit peu moins bien été, mais ça, c'est des expériences de la vie, puis c'est bien correct. Mais oui, je continue à les suivre, puis je suis content de voir que, comme tu dis, là, ils vont all-in, puis ils ont fait des transactions majeures pour aller jusqu'au bout. Donc, c'est certain que si j'ai la chance d'y aller pendant les séries, je vais aller voir quelques parties. Pierre-Marc, moi, j'ai grandi un peu en te regardant jouer avec le Wild, puis on a suivi ta carrière avec les années. Tu avais été un des bons Québécois de la décennie 2000, comme on dit, puis tu as arrêté de jouer, si je ne me trompe pas, en 2016, après 2 ans en Suisse. Oui. Parle-moi un peu de ce qui se passe pour toi maintenant, depuis la fin de ta carrière. Est-ce que tu es au Québec? Est-ce que tu vis à temps plein au Québec? Oui, je suis revenu au Québec à temps plein. Je veux dire, toute ma famille était ici dans le coin, puis la famille à ma femme. Donc, on est revenu vivre ici. Maintenant, je profite de la vie, je profite de la famille, puis j'ai quelques projets que j'investis en immobilier, mais sinon, je profite de la vie, je prends soin de moi et de la famille. En terminant, Pierre-Marc, je voulais te demander peut-être les joueurs qui arrivent à l'étape que tu as vécue il y a 20 ans, celle du repêchage, puis de la séance de sélection, puis tout ça. Quels conseils tu pourrais donner peut-être aux gros espoirs qui sont là cette année puis qui vont être repêchés dans les premiers, eux aussi, par rapport à ce qu'ils vont vivre ensuite avec le hockey junior majeur? Qu'est-ce que toi, tu en as retiré comme expérience que tu te souviendrais le plus? Quel conseil je pourrais leur donner? Je pense que c'est que tu te fasses... quand tu te fais repêcher... tu t'en vas au camp junior au mois d'août. Faut que tu arrives là confiant. Pas arrogant, mais confiance en soi, puis de vouloir faire ta place, puis de montrer ce que tu es capable de faire. Je pense d'arriver là avec confiance, puis de vraiment faire ta place, c'est ça l'important. Pierre-Marc, c'était un plaisir de te parler aujourd'hui. Félicitations pour ce que tu avais fait il y a 20 ans et pour tout ce que tu as fait ensuite dans le hockey. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de te parler. Ouais, merci à toi. Merci de me rappeler des beaux souvenirs. Salut, merci. Alors, je vous en avais parlé en début d'émission. J'ai un reportage que je voulais vous présenter qui a été présenté à Hockey 360 il y a quelques jours maintenant par Jean-Christophe Bertrand qui s'était rendu il y a quelques semaines au Challenge Midget 3A au Saguenay pour faire plusieurs reportages, dont celui que je vous présente aujourd'hui qui met en valeur le défenseur des élites de Jonquière, Maverick Lamoureux, un des bons espoirs pour la prochaine séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vous entendrez au cours de ce reportage, pour ceux qui nous écoutent seulement et qui n'ont pas le vidéo devant vous, Maverick Lamoureux, évidemment, et son entraîneur-chef avec les élites, Maxime Desruisseaux. Alors voilà. Maverick Lamoureux, là, il est une charpente assez incroyable pour un 15 ans. Là, déjà, ça, c'est 3. Je me décrirais un bon défenseur, gros physique, défensif et offensif, on va dire, un two-way defenseman qui fait une bonne première passe, puis qu'il a un bon lancer, puis qu'il aime ça diriger, qu'il aime ça jouer physique. Ce que j'aime aussi, souvent à cet âge-là, quand t'es grand, c'est dur d'être coordonné. Puis je te dirais que il y a des très bons pieds pour sa grandeur. C'est très mobile. Qu'est-ce qui serait plus amélioré? Ce serait mon explosion. Mes 3 premiers steps, on peut dire bang, 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 c'est ça que j'ai vraiment le plus besoin d'améliorer. C'est pas facile pour tout le monde de jouer à 15 ans, Midget 3, puis tu joues contre des 16 ans, des 17 ans, tu veux pas, fait que tout le monde a besoin de sa période d'adaptation, tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas. Au début, ça a été comme un choc. Juste arriver dans un nouvel environnement, avec une nouvelle famille, vu que j'étais en pension.
Ça a été une grosse adaptation au début, mais là, ça va de mieux en mieux, puis je peux dire tout va bien maintenant. Là. Pour nos 15 ans là, qui ont passé du Bantam au niveau midget, nous, notre objectif, c'était de bien les encadrer, de les mettre dans des situations gagnantes. On pourrait dire que la Ligue Midget 3, c'est vraiment une ligue qui est rapide, qui est plus des petits joueurs rapides qui sont très agiles. Mais même jouer là, non. Ça démontre en même temps qu'est-ce que je suis bon. Midget, c'est un petit peu plate pour lui parce que c'est un défenseur physique. Puis, il veut pas Midget, on essaie, les arbitres, ils veulent, on veut les diriger vers le bon endroit et tout ça. Mais Maverick, aussitôt qu'il brasse un petit peu, des fois, il se ramasse dans la boîte de punition. Mais c'est un atout pour lui. Mais qui arrive au prochain niveau, évidemment, ses entraîneurs, ils vont adorer ça. Puis on adore ça, nous autres aussi. C'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est quelque chose, il faut que je monte au scout en même temps, on peut dire. Alors voilà ce reportage présenté à Hockey 360 il y a quelques jours qui mettait en valeur Maverick Lamoureux, un jeune défenseur qu'on va entendre parler dans les prochaines années, j'ai aucun doute là-dessus. Grand défenseur de 6 pieds 3 pouces, comme vous l'entendiez au cours de ce reportage, qui devrait faire sa marque au prochain niveau et qui, en tout cas, cette saison a connu une très belle saison. En terminant, je voulais vous mentionner les joueurs de la semaine à travers la Ligue Midget 3. Le joueur offensif de la semaine, c'est Christopher Duclair des Lions du Lac-Saint-Louis qui a obtenu 3 buts en 2 matchs, différentiel de +3. Il a obtenu également un but gagnant à travers ces 2 rencontres. Et le joueur défensif, c'est le gardien Olivier Chiarlo du Rousseau Royal de Laval-Montréal, qui lui a signé 2 victoires en 2 matchs, moyenne de 1,00. Il a arrêté 58 des 60 tirs dirigés vers lui. Alors, c'était nos joueurs de la semaine. Je voulais prendre le temps, en terminant également, d'offrir nos condoléances au nom de l'équipe de Mission Midget 3 et de la Ligue Midget 3 au gouverneur des Grenadiers de Châteauguay, Benoît Perron, qui, le 17 février dernier, a perdu sa mère, Yvette Deschamps, âgée de 87 ans. Alors, nos sympathies à Benoît et nos pensées sont avec lui également. Ainsi, c'est donc le 14e épisode de la saison qui se termine. Notre prochain épisode sera mardi prochain, le 3 mars, alors que les séries éliminatoires viendront tout juste de commencer. Là, on va avoir parfois un match ou 2 de disputés mardi prochain à la même heure à travers les séries éliminatoires de la première ronde qui seront commencées, les 7 séries de première ronde. Il y a 15 équipes dans la Ligue, alors les équipes, là, en fonction du classement général, tout simplement, toutes les équipes seront en action, sauf, comme je vous en parlais plus tôt, le Collège Notre-Dame qui aura un laissez-passer en première ronde. Alors, merci beaucoup à Roxane à la technique et à Luc Dansereau, producteur également avec moi. Ça a été un autre bel épisode de Mission Midget 3 et on se revoit la semaine prochaine.